Cet été, vous allez partir en vacances et vous allez peut-être prendre un guide de voyage. Le guide de voyage, c'est le chouchou des librairies en France avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus chaque année. Alors, derrière ces guides se cachent de nombreuses entreprises et on est parti aujourd'hui à la rencontre de Mahogany qui réalise la conception graphique. Je suis Bénédicte, directrice financière et je pars à la rencontre d'entreprises qui se cachent derrière nos objets du quotidien. Salut Bernard. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Très bien, bienvenue. Merci, le lieu est incroyable, ça fait déjà très créa, je trouve, cette ambiance. C'est un petit endroit qu'on a trouvé par hasard et près de la porte d'Orléans. Ok, donc vous êtes au sud de Paris, ouais. Exactement, c'est une ancienne usine de pain d'épices qui a été transformée en locaux commerciaux. Et nous, on a une petite partie ici. Et j'avoue qu'on est dans un coin tranquille à côté du brouhaha de l'extérieur, donc très bien pour travailler. Génial, tu nous fais visiter? Bienvenue. Allez. Bernard, tu es le fondateur de Mahogany. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous faites du coup? Alors Mahogany, je l'ai créé il y a 35 ans maintenant, c'est en 91. On est une agence de création graphique et on accompagne nos clients dans la création et la production de tous leurs supports de communication. D'accord. Aussi bien print que digital et vidéo également. Et qui sont les clients de Mahogany? Les clients de Mahogany sont plutôt des groupes. En fait, on a des clients qui ont des domaines très différents. Aussi bien aéronautique, défense, beaucoup de sport avec du Roland-Garros, du Tour de France, du Dakar. D'accord, on travaille pour le transport aussi avec la RATP, maintenant la SNCF. L'immobilier, on s'est aussi pas mal essayé avec des Kaufman, des Nexity. Voilà. Donc on a des sujets qui sont très variés. Puis on a aussi un domaine que j'ai oublié qui est l'édition. Je l'ai oublié parce que c'est un de nos plus anciens clients. Voilà. Et c'est quoi un petit peu l'histoire de Mao justement? Comment tu l'as créé cette société? Je l'ai créé, en fait, j'ai commencé au départ tout seul. J'étais ce qu'on appelle un graphiste indépendant, mais je trouve qu'un graphiste ne doit pas être indépendant parce que le plaisir, c'est aussi de partager. Donc très vite, j'ai recruté 1, 2, 3, 4 personnes. On n'avait d'ailleurs pas encore Internet, donc voilà, le métier a bien évolué. Et, oui, donc le métier, il y a 35 ans sans Internet et aujourd'hui, à l'ère de l'IA, voilà, et aujourd'hui, il n'a plus rien à voir ou au contraire, malgré tout, les fondamentaux sont les mêmes? Non, les fondamentaux sont toujours identiques. En fait. D'accord. C'est juste la technique qui évolue, la façon de travailler. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on avance en même temps que nos clients. Donc voilà, on est toujours dans notre mission. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que c'est dans une mission d'accompagnement. C'est ce que j'aime. En fait, j'aime accompagner ses clients. Est-ce que peut-être une IA ne fera pas demain? L'IA, si on s'en sert, donc l'IA va aller plus vite. Et rien ne remplace en fait un dialogue entre deux personnes plutôt que d'avoir une IA en interface. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter dans ces 35 ans de métier chez Mao? C'est ce qui m'a marqué. C'est des choses 2024, c'était on était content d'y participer. Voilà, je crois on sent une fierté. Oui, parce que ça fait des années qu'on bosse dans le sport. On avait également bossé pour la Coupe du Monde de football en 98. Je crois que c'était la première expérience. Et c'est vrai que les JO, c'était quand j'aime le sport de base. Donc c'est un peu le Graal, quoi. Donc on était très fiers de bosser pour ces JO qui avaient lieu à Paris et qui m'ont fait très peur en fait parce que si on a eu 2 ans, je crois, un programme de 2 années qu'on a dû réaliser en 6 mois. Donc ça a été un vrai challenge. Merci beaucoup Bernard, on va aller à la rencontre de ton équipe et on te retrouve juste après pour une interview et cette fois tu seras avec Eric qui est également dirigeant de Mahogany, on en dira un peu plus juste après. Très bien, merci Bénédicte. Salut Véro. Salut. Alors c'est toi qui se cache oui. Derrière les guides. C'est moi qui me cache derrière les guides, tout à fait. Ouais. Alors Véro, pour faire un guide comme celui-ci, c'est quoi un peu les grandes étapes du coup, si tu peux nous les expliquer? C'est la conception, conception graphique. Ok, donc c'est là où Mao intervient. Là, on intervient dès le départ en amont avec les auteurs. Bien sûr, il y a une grosse coordination entre l'éditeur, les auteurs et nous. Ok. Beaucoup d'allers-retours. Ensuite, quand on récupère des textes, on monte les pages. Donc, on fait une première version qui est validée par Hachette et par les auteurs, bien évidemment. On récupère toutes les photos. On monte les photos, on fait des cartes, on fait tout ce qui est cartographie. On refait une version, on corrige 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et jusqu'au BAT, après, on check tous nos fichiers. On fait une préparation gravure pour l'imprimeur. Et après, ça part à l'imprimerie. Ok. Voilà. Le choix des destinations, là, ils sont déjà sur des destinations de 2027, voire 2028. 2028, ok. Ouais. Alors que là, oui, au moment où on se parle, nous, on est en juillet 2026. Voilà, 2026,
j'ai 4 guides à terminer cette année. D'accord, ok. Pour la fin de l'année, plus les mises à jour de tous les guides qui ont déjà été édités. Et si du coup on devait dire, voilà, entre le moment où il y a l'idée de sortir un guide d'une nouvelle destination et le moment où c'est mis en rayon en librairie... C'est pratiquement une année. Une année, ouais. Ok, c'est énorme. Et c'est quoi peut-être la contrainte pour toi dans cette conception graphique que nous, en tant que lecteurs, on ne se rend absolument pas compte? C'est de choisir parfois le bon gabarit graphique. Ok, c'est quoi que tu appelles gabarit? Chaque double page, c'est une page de créa presque. D'accord. C'est pas un guide avec donc que de la colonne. Chaque double page est unique en fait. Presque, pratiquement. D'accord. Pratiquement unique. Donc c'est toute la difficulté que ce soit pas toujours les mêmes pages ou les mêmes couleurs, que ce soit plutôt vivant, etc. Alors en parlant d'édition justement, je crois que vous avez travaillé sur un très beau livre dans le cadre des Jeux Olympiques. Si tu peux nous en dire un petit peu plus du coup. Alors ce très beau livre, c'était une prouesse technique déjà. Ok. Pourquoi du coup? Ça n'a pas l'air. Techniquement, c'est un très beau livre. Il y a eu un fer de fabriqué. D'accord. Il a été sorti à combien d'exemplaires? 300 exemplaires. 300 exemplaires pour ce livre, ok. Uniquement pour le staff, le ministre, les officiels, j'imagine. Voilà. C'est une prouesse technique parce qu'il est avec le marquage doré, un travail très long de relecture. Donc c'est un rapport officiel, un rapport officiel vraiment fait par le comité olympique. Ça devait être sur une année. Ça a été réduit en 6 mois. D'accord. Donc 6 mois pour sortir. Il y a combien de pages à peu près? 300 pages. Donc 300 pages, 300 exemplaires. Mais quand le résultat est beau, on oublie vite les galères, on va dire. Et puis on est fiers d'avoir travaillé pour des livres qui vont rester surtout. C'est l'avantage du print. Ouais, le print, ça reste dans le temps. Moi, je suis pas sur le parti digital. Voilà, le print, au moins, on laisse une trace. Et, c'est pour ça que j'ai choisi ce domaine-là. Ok, super. Bon, top. Merci beaucoup, Véro. De rien. Romain, toi, tu es plutôt sur la partie digitale. On était juste avant avec Véro, qui est sur la partie édition et print. Je crois que tu bosses sur le projet, on va dire que c'est le plus gros événement sportif de l'été en France, tous les ans. Ouais, depuis très très longtemps, depuis plus de 100 ans. Et donc pour le nommer et pour le montrer, c'est le Tour de France. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Non, c'est vraiment un gros morceau et c'est un sujet très très intéressant pour nous. Ok, alors qu'est-ce que tu fais du coup? Parce que donc là devant nous on a un livre de route. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et en même temps tu as ton téléphone donc. C'est un support très confidentiel, enfin très confidentiel. En tout cas qui est utilisé uniquement par les suiveurs du Tour. D'accord. Donc c'est vraiment dédié. Quand tu dis les suiveurs, c'est en interne. En interne, donc ça va être les équipes, ça va être les journalistes, ça va être évidemment l'organisation ASO. Et en fait, c'est la Bible du Tour de France où tu as vraiment toutes les infos sur chacune des étapes. Donc nous, depuis des années, on réalisait ce livre de route papier qui était un gros morceau à réaliser chaque année. On le réalise à chaque fois en version française, en version anglaise. Ok, ouais. Et donc, jusqu'au jour où il y a eu ce besoin de transposer donc, tout ce contenu print dans une application. D'accord. Donc là, c'était un vrai challenge pour nous parce qu'on a dû repenser toute l'ergonomie d'un support print en une application. Une appli, Voilà, donc c'est comment tu rends accessible des plans, des contenus textes, des tableaux, etc. sur un téléphone et qu'en un clic, tu puisses avoir ton information et que ça soit hyper lisible parce que c'est très très important. Donc c'était le vrai challenge pour nous. Et ce qui est intéressant maintenant aussi, c'est une fois que tu as ton livre de route qui est imprimé, c'est gravé dans le marbre et tu peux plus rien en faire. Alors que l'application, il est possible de la mettre à jour en temps réel. Oui, parce qu'il y a eu d'ailleurs cette année sur le Tour 2 modifications de parcours, 2 modifications d'étapes. Deux grands morceaux. Est-ce que ça t'a donné un peu des nuits blanches ou pas? C'est un vrai sujet parce que de plus en plus on est amené à modifier les étapes en temps réel. Donc l'application, donc, globalement, elle se présente comme ça. On a ici un bandeau avec toutes les étapes de la première étape à la 21e étape, avec ici tous nos partenaires, très importants, les partenaires pour le Tour de France. Donc c'est très simple, tu as simplement un petit panneau qui s'affiche ici. D'accord. Et sur une même page, tu as accès à toutes les informations, tu as accès à ton profil. Tu as, c'est basique, hein, c'est du zoom, du scroll, etc. Mais ils ont tout ça dans leur poche et pour eux, c'est magique, quoi. Ok, bon, trop cool. Merci beaucoup, Romain.
Bon, rebonjour Bernard et Eric. Du coup, on te découvre là dans cette partie de l'interview. Alors justement, on te découvre à ce moment-là parce que on a parlé de l'historique un petit peu de Mahogany, mais justement, il y a eu une grosse actualité l'année dernière pour Mao. Ça a été la reprise par Minupil, dont tu es le dirigeant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur ça ? C'est vrai que la reprise de Mahogany, ça s'inscrit aussi, je pense, dans une histoire et dans un héritage. Aujourd'hui, on est 2 co-dirigeants opérationnels, finalement. Moi, en tant que représentant de Minupil qui a repris la société Mahogany, mais Bernard, on a la chance, et le côté atypique des choses, que Bernard reste avec nous, à nos côtés, au moins durant 3 ans. 3 ans. On a un vrai binôme de direction opérationnelle et de direction un peu plus macro, finalement, côté Minupil, mais je pense qu'on forme une bonne équipe. Oui, puis je trouvais important que j'accompagne en fait la reprise sur un certain nombre d'années, et pour les clients et pour les équipes. Ok, super. Et qui se cache derrière Mahogany aujourd'hui ? Mahogany, c'est une équipe d'une dizaine de collaborateurs, tous plus talentueux les uns que les autres, même s'ils le savent pas, mais au moins ça sera l'occasion de l'entendre. Plus ou moins spécialisés, c'est pas une vérité absolue, mais certains qui versent plus effectivement dans l'aspect historique des choses, l'activité historique de la société à travers le print, D'accord. et la créativité et la création dans le print. D'autres, à aujourd'hui, qui sont plus orientés vers les supports digitaux, vidéo, motion design, Tout à fait. ce qui apporte finalement une très bonne complémentarité. Ouais. Et si justement on se place dans la peau d'une marque, d'une entreprise, à partir de quel moment on doit faire appel à une agence comme Mao ? En général, on vient nous voir quand nos clients ont besoin de trouver de nouvelles idées, quand ils ont besoin de challenger leurs services, challenger leurs produits. Oui, je pense que dans une entreprise, surtout à notre époque, ça va très vite. Il y a toujours de nouveaux projets, de nouvelles inspirations, nouvelles marques, nouveaux projets, nouvelles directives. Ok, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez évoqué. On en a déjà parlé tout à l'heure avec Bernard, mais tout va plus vite aujourd'hui et d'autant plus à l'ère de l'IA. C'est quoi un petit peu, vous, votre vision par rapport à tout ça qui chamboule énormément le marché aujourd'hui ? Alors, la réponse est difficile parce que tout le monde commence à travailler avec de l'IA. L'IA arrive à tous les niveaux. Je pense que ça remet en cause en fait la façon d'aborder le travail, la façon de réfléchir. Donc voilà, ça va nous mettre aussi, nous challenger nous-mêmes. Pour moi, l'IA, ce n'est qu'un outil. Je suis complètement d'accord avec Bernard. C'est un outil. C'est pas péjoratif, mais l'IA, ça facilite et ça finalise des process. Ça facilite également un travail de production artistique. La conceptualisation, la réflexion préalable pour vraiment rester fidèle et traduire les intentions d'un client ou les intentions d'une marque, c'est pas encore l'IA qui peut le faire. Ok. Et alors, vous êtes tous les deux donc des entrepreneurs, des pros de la communication, de par vos expériences respectives. C'est quoi un peu les challenges quand on a une agence de com ? Ça, c'est une bonne question, ça. Moi, j'aime bien m'inscrire dans la longueur, dans la continuité. À Mahogany, en tout cas, on est très peu one shot. Et on aime bien s'inscrire en fait dans la durée. Et donc travailler le challenge, c'est, sur plusieurs années. Voilà, c'est de s'ancrer en fait avec le client sur une relation durable. Je peux pas dire mieux que Bernard, comme le nouvel arrivant. Mais en tout cas, simplement pour appuyer sur ce qu'il vient de dire, c'est que c'est ce qui nous a séduit. J'en parlais encore ce matin avec les équipes, c'est qu'il y a 35 ans d'histoire, il y a pratiquement dans certains cas 35 ans d'histoire avec les mêmes clients. Donc pour travailler dans la durée, là pour le coup, je pense que 35 ans, ça commence à avoir du sens. Ça a du sens. Et qu'est-ce qui est le plus stressant pour vous aujourd'hui dans votre quotidien ? Alors, dans mon quotidien, c'est les délais. Aujourd'hui, on a un vrai souci sur... Les délais clients. Les délais clients, on a un problème d'organisation pour pouvoir répondre au mieux sur des délais qui sont de plus en plus courts. Justifiés ou pas justifiés, mais je pense qu'on est dans une société qui va de plus en plus vite et qui demande en fait avoir des réponses le plus rapidement possible. Donc, oui, ce qui est stressant, c'est de pouvoir bien répondre parce que on peut toujours respecter des délais, mais on nous demande aussi de réfléchir. Donc, il faut réfléchir vite. Le temps. Je peux pas dire autre chose. Même réponse. Oui, et dupliquer un peu dans toute la vie quotidienne opérationnelle d'une agence. Le temps, on court derrière le temps, un peu comme tout le monde à notre époque, effectivement. C'est d'arriver de faire la part des choses, d'arriver malgré ces contraintes-là à avoir une organisation qui est cohérente, qui est efficiente. Tous les jours, on remet notre travail sur le tapis pour ça. Ok, alors à contrario, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de diriger une agence, d'avoir été entrepreneur depuis toutes ces années dans le grand secteur de la communication, on va dire ?
Le stress. L'adrénaline. L'entrepreneuriat, je pense, pour ma part, c'est aussi de la liberté. Il y a une grande part de liberté, de prendre des initiatives et puis d'orienter sa vie professionnelle comme on l'entend un petit peu. Et si on a la chance d'amener une équipe avec soi, je trouve que voilà, moi, ça a toujours été un plaisir de travailler comme on l'entend et d'aller vers des sujets qu'on a envie de découvrir. C'est une expérience de vie, voire c'est une vie, l'entrepreneuriat. Okay, la fameuse barrière entre le monde personnel et le monde professionnel est beaucoup plus ténue quand on est entrepreneur, tu le sais aussi. Et c'est vrai que d'une part, chaque matin quand on se lève, la journée va être différente de la veille. C'est évident. C'est ce côté un peu adrénaline que je disais pour plaisanter à l'instant, qui est très motivant et à la fois des rencontres. Moi, je suis du fond du cœur ravi d'avoir rencontré quelqu'un qui s'appelle Bernard Etchegaray qui est à côté de moi. Une déclaration d'amour là. Mais c'est vrai. Et il le sait. Non, mais c'est vrai que les échanges, tu y as participé, les premiers échanges qu'on a eus, je pense que ça a été assez vite en fait. C'est des rencontres. L'entrepreneuriat, c'est des rencontres. Qu'on parle de réseau, qu'on parle d'opportunités d'affaires, qu'on parle de partenariat, peu importe la forme, c'est des rencontres permanentes. Il y a 1 an, je n'avais aucune idée qu'on serait tous les 2, tous les 3 aujourd'hui lors de cette interview, et je trouve ça absolument génial. Et alors, pour demain, quels sont les enjeux de Mahogany et peut-être de Minupil également ? C'est de continuer. Donc passer à une autre dimension, parce que je pense que on a ce regroupement pour justement faire évoluer Mahogany et le faire grandir, mais surtout s'ouvrir sur les années qui arrivent. Et moi je vais partir à un moment donné, donc j'aimerais bien que ça continue et je donne les rênes à Eric pour amener ce nouveau Mahogany. Sacré challenge, Eric. Gros challenge. Un coup de pression d'un coup. On en parlait tout à l'heure pour l'entrepreneuriat. Voilà, un coup de pression typique. Non, on plaisante, bien évidemment. Oui, on en a conscience. On en a conscience de ça. Préserver, c'est, j'ai envie de dire, la condition numéro 1 et la plus vitale. Oui. Préserver les acquis, préserver les équipes. Trouver de nouveaux biais. Ne pas faire, par exemple, de l'IA une contrainte, mais une opportunité. Totalement, oui, ok. Bien évidemment, parce que les choses vont très vite à notre époque. L'IA est une révolution, je pense, historique. Il y en aura peut-être d'autres demain. Oui. Il faut montrer cette capacité à s'adapter. Malgré tout, la créativité, j'ai envie de dire humaine, en opposition avec l'IA, pour moi, ça reste un diamant des plus précieux qui est pas du tout, qui sera pas oblitéré par les systèmes d'intelligence artificielle, mais il faut trouver le moyen de se compléter les uns les autres. Et un mot sur l'aspect Minupil aussi, puisqu'effectivement, on est aujourd'hui repreneur de Mahogany, on est candidat repreneur, pour employer les bons termes, sur d'autres opportunités potentielles dans le monde de la communication. Mais c'est vrai qu'on a aussi une mission, j'ai pas peur de le dire, une mission sociétale. Puisqu'aujourd'hui en France, ça commence à se savoir. Il y a un enjeu de repreneuriat sur le tissu économique français qui est phénoménal. Les chiffres, ça dépend évidemment les critères de taille qu'on met en face, mais il y a entre 300 et 700 000 entreprises selon la taille qui sont potentiellement à reprendre dans les 10 prochaines années. Ce qui, dans tous les cas, est énorme. Ce qui est phénoménal. Et le chiffre sur lequel tout le monde s'accorde, en tout cas, ça représente à minima 3 500 000 emplois. Énorme. Potentiellement sur la sellette, pour toutes les raisons démographiques qu'on connaît, et effectivement les départs en retraite qui s'accompagnent de ça, pas forcément des reprises familiales qui se font aussi facilement qu'avant. Si j'ai un bâton de pèlerin et un petit cheval de bataille côté Minupil, c'est ça aussi, c'est de vulgariser au maximum le reprenariat, pour employer les termes à la mode, à côté, pas contre, mais à côté de l'entrepreneuriat. Il y a d'énormes choses à faire, il y a de très belles entreprises et de très beaux héritages à préserver, c'est humblement aussi la mission de Minupil. Ouais, et puis c'est ce que j'ai adoré pouvoir partager avec Mahogany aujourd'hui, c'est le côté entrepreneurial avec Bernard, 35 ans à la tête de Mao, mais une très belle histoire avec une très belle reprise côté Minupil et le repreneuriat, comme tu l'évoques, qui est un véritable sujet aujourd'hui. Merci infiniment à tous les deux d'avoir pris le temps, d'avoir ouvert les portes de Mao comme ça. Et on est ravis d'avoir pu échanger avec vous et on espère que ça suscitera des envies d'entrepreneuriat et de repreneuriat. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Bénédicte. Tu vas pas être assez rapide pour attraper les moustiques. Hein. Je t'ai dit tout de suite. À bientôt, Bénédicte. À très vite. Merci beaucoup. Merci Béatrice. Bénédicte. J'ai fait exprès de te le piquer. Allez, on coupe, c'est bon.